Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal de la nuit sur BFM TV. À la une de l'actualité, le gouvernement veut définitivement tourner la page de la crise agricole. 2 mois après la fin de la mobilisation, Gabriel Attal a dévoilé ce samedi 14 nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs, notamment sur les revenus, mais les syndicats affirment rester vigilants. Le garde des Sceaux lance un grand plan pour lutter contre le crime organisé, création d'un parquet national anti-criminalité organisée, instauration d'un statut de repenti. On fera le point sur ces mesures dans quelques instants. Et puis ils sont passés tout près du titre de champion de France. Les joueurs du PSG n'ont réussi qu'à arracher un match nul, 3 buts partout ce samedi soir face au Havre. Une déconvenue à 3 jours seulement de la demi-finale allée de Ligue des Champions à Dortmund. Le gouvernement a donc annoncé une nouvelle série de mesures, 14 au total, pour venir en aide aux agriculteurs. Des mesures sur les revenus, mais aussi des prêts de trésorerie et une nouvelle stratégie pour le plan Écophyto. L'exécutif espère ainsi tourner définitivement la page de la crise agricole. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Élément de réponse avec Camille Plaisant. David fait partie des agriculteurs qui ont pu rencontrer le ministre de l'Agriculture dans son département hier. Après les nouvelles annonces faites par Matignon, il se dit satisfait de la mise en place du changement de calcul des retraites agricoles. On verse des cotisations importantes, voire très importantes, et malheureusement, dans le calcul qui est fait, on est pénalisé, on est fortement pénalisé. Donc effectivement, la demande hier au ministre, c'était aussi sur les retraites que les 25 meilleures années soient retenues, et rapidement. Parce que les maigres retraites agricoles ont aussi pâli de cette inflation qui a touché la France entière, quoi. À partir de 2026, les retraites seront en effet calculées sur les 25 meilleures années. Matignon veut aussi mettre en place des prêts pouvant aller jusqu'à 200 000 € pour les exploitations en difficulté, mais aussi des exonérations d'impôts. Ce nouveau paquet de mesures est suffisamment fort, étayé, efficace pour permettre d'arriver à une phase qui n'est plus celle des mobilisations. Au total, 14 nouvelles mesures, loin de satisfaire cette jeune agricultrice. Pour elle, il faut encore aller plus loin. Beaucoup de collègues, de confrères qui n'arrivent toujours pas à se nourrir, qui n'arrivent toujours pas à se trouver, à se sortir un salaire à la fin du mois. Moi, dans mon sens à moi, je suis encore double actif. Je travaille sur une autre exploitation pour pouvoir me sortir un salaire à la fin du mois. Mon père, c'est pareil. Le gouvernement s'est aussi engagé à accélérer 100 projets agricoles de stockage d'eau pour qu'ils soient finalisés d'ici à la fin de l'année 2024. Et l'une des figures emblématiques du mouvement de contestation des agriculteurs, Jérôme Bail, a réagi tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez. On va dire que le verre est à moitié plein, il n'est pas totalement plein, mais on peut quand même que féliciter le gouvernement et les ministres, bien sûr, qui ont été à l'écoute des agriculteurs depuis qu'une bande de potes sont rentrés sur une autoroute au sud de Toulouse. Voilà, ils nous ont quand même écoutés, ils ont remis de l'importance à l'agriculture et ils ont surtout amené des petites avancées, on va pas dire des grosses avancées, mais amené des avancées tout simplement. Et sûrement plus d'avancées sur les 2 derniers mois que sur les 20 dernières années dans le monde agricole. Il y a eu 14 nouvelles mesures annoncées aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui particulièrement, même si elle ne vous rend pas heureuse, évidemment, je vous taquinais, mais qui vous satisfait ce soir? C'est quoi le changement de calcul de modalité pour les retraites, les améliorations en termes de trésorerie? Qu'est-ce qui vraiment vous conforte ce soir? Mais toutes sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, vous savez, on a tellement été oubliés depuis des décennies que toutes les petites bonnes nouvelles qui nous arrivent, on les accueille à bras ouverts. Voilà. Mais il manque beaucoup de choses. Je pense que le gouvernement apparaît au plus pressé. Ils ont écouté les agriculteurs. C'est déjà la première grosse nouvelle qu'on peut avoir. Voilà. Après, ils savent très bien qu'ils ont du travail et que leur travail ne s'arrête pas à aujourd'hui, tout simplement. On peut parler de l'énergie qui aujourd'hui est un gros problème pour l'agriculture française. Quand je parle de l'énergie, je parle du GNR, du gasoil non routier, je parle de l'électricité, je parle du gaz, je parle de toute cette énergie-là qui reste quand même pour nous des grosses charges, des très grosses charges. Et je leur ai fait une proposition de voir, comme dans les autres pays d'Europe, ou certains pays d'Europe, et comme certaines professions en France, de mettre l'énergie à l'indice plate. Mais je vois que sur ça, ils l'ont peut-être pas écouté.
mais il va falloir qu'ils y travaillent parce que si certains syndicats se disent satisfaits, les agriculteurs de la base ne le sont pas tous encore. Voilà. Mais on peut quand même que les remercier. Voilà. La suite, c'est quoi pour vous, je reprends votre expression, les agriculteurs de la base, ça va être quoi? C'est toujours rester prêt pour une nouvelle mobilisation, ou alors c'est on retourne dans nos exploitations, on a eu tout ou partie de ce qu'on voulait et on a en fait gagné le bras de fer? Mais on va repartir dans nos exploitations comme on y est toujours, vous voyez. Nous, notre métier, c'est de s'occuper de nos fermes, de s'occuper de nos exploitations, de nos animaux et de nos champs. Mais on ne laissera pas le gouvernement en sommeil, on va dire, comme il a été depuis trop longtemps. Et peut-être même que certains syndicats se sont un peu trop aussi endormis sur ces dernières années. Voilà. Mais nous, on va continuer à défendre notre métier. Comme je leur ai dit, nous, on n'est pas des ennemis du gouvernement. Aujourd'hui, on n'est pas des ennemis des élus locaux ou territoriaux. On est des alliés. On est là pour les aider à avancer. On est là pour qu'on avance tous ensemble et qu'on trouve des solutions tous ensemble. Parce qu'il reste, je vous l'ai dit, il y a le problème de l'énergie, mais on peut parler le problème de la concurrence déloyale. On peut parler d'énormément de choses. Vous voyez, cet après-midi, j'étais avec un groupe d'agriculteurs et ils me disaient, Jérôme, est-ce que tu trouves normal que nous, on n'ait pas le droit d'utiliser des OGM en France? On ne dit pas qu'on est pour les OGM, mais par contre, pour nous, c'est interdit et on en fait rentrer des millions de tonnes et des milliards de tonnes qui viennent des autres pays et qui sont dans les assiettes des consommateurs français. Est-ce que ça, c'est normal? Donc ça, peut-être qu'il va falloir que le gouvernement y réfléchisse aussi. Mais comme je vous ai dit, je le dis depuis le début, c'est 30 ans, 40 ans d'oubli agricole et ils vont pas le sauver en quelques jours. Ils ont paré au plus pressé. Mais il y a encore beaucoup de choses. Dans notre département et dans le sud-ouest, on va dire, la MHE ressurgit depuis quelques quinzaines de jours. Et pour nous, c'est un fléau énorme qui a des conséquences énormes sur nos animaux. Donc l'enveloppe fonds d'urgence est déjà passée. On va dire, on n'en redemande pas une autre, mais il va falloir demander du travail, il va falloir demander de la concertation. Et je vous l'ai dit, on les laissera pas dormir sur leurs deux oreilles. Ça, et vous serez le bienvenu sur BFM TV pour en parler. Merci beaucoup Jérôme Bail d'avoir été avec nous ce soir dans votre exploitation visiblement de Haute-Garonne, ces belles images. Alexis Cuvillier, on se souvient du début du mouvement, il y a quelques semaines maintenant, et de l'inquiétude du gouvernement de voir ce mouvement prendre de l'ampleur. Et le Premier ministre avait été extrêmement rapide pour répondre, mais ça avait pris du temps. Est-ce que ce soir, quand on regarde la réaction des différents acteurs de la filière, est-ce que le gouvernement peut se dire ouf, le pire est passé? Ou est-ce qu'il y a encore cette forme d'inquiétude en se disant restons prudents et continuons? Marc Fesneau, tout à l'heure, le ministre de l'Agriculture était notre invité, il était sur ce plateau et la réponse qu'il a formulée à cette question était d'une grande prudence. Parce que il est difficile d'acter, surtout dans la position du gouvernement, que la crise serait terminée. Et par définition, et d'ailleurs il citait cet exemple, on sait que dans cette revendication, dans ces revendications qui se sont fait entendre depuis le mois de janvier, il y avait des choses qui étaient liées à des crises climatiques, à des choses, j'allais dire, conjoncturelles, qui par définition peuvent survenir à nouveau dans les prochains mois. Donc là-dessus, grande prudence. Et puis de la part des syndicats et aussi du reste de la classe politique, il y a aussi beaucoup de circonspection parce qu'en fait, comme toujours depuis le départ sur cette crise, il y a une forme de décalage entre beaucoup d'intentions, de déclarations d'intentions, beaucoup d'annonces et derrière des choses, des traductions concrètes qui prennent par définition plus de temps. Là aussi, tout à l'heure, le ministre a été très clair là-dessus. Il y a des traductions qui doivent se faire par la loi, donc il faut laisser le Parlement travailler. Le Parlement va travailler dès la semaine prochaine sur la loi d'orientation agricole pour les questions de formation et de transmission. Puis il y aura les questions de revenus qui seront examiné au moment de l'examen des textes budgétaires, ça sera plutôt à la fin de l'année. Donc tout ça va prendre un peu de temps. Certains imaginaient peut-être que du côté du Parlement, il puisse y avoir une grande loi de programmation, quelque chose qui soit un peu plus un choc, qui puisse être examiné par les députés pour répondre à davantage de sujets tout de suite. C'est pas le choix qui a été fait. Donc maintenant, on va suivre un petit peu ce qui va se passer du côté de l'Assemblée notamment. Virginie Martin, comment vous qualifiez la gestion? Comment juger la gestion du gouvernement de ce dossier? C'était potentiellement explosif.
Les tracteurs, on sait bien, ils voulaient même avancer complètement sur Paris. Socialement, c'est aussi un symbole l'agriculture, parce que même si une partie de l'agriculture se porte mal, les Français aiment leurs exploitations agricoles. Comment peut-on qualifier cette gestion du gouvernement? Est-ce que finalement Gabriel Attal, qui a mouillé le maillot, comme on dit, retroussé les manches, a plutôt réussi son pari? Il me semble, oui, qu'il y a une sorte quand même de méthode Attal. D'abord, beaucoup de terrain. Et effectivement, cette concrétisation qui, évidemment, ne correspond pas exactement au temps médiatique, il y a le temps politique, évidemment, hein, et les choses se mettent en place plus lentement par définition, mais je trouve qu'il a donné plus de considération aux corps intermédiaires. On a le sentiment que c'est très important, voilà, parce que c'est le mot respect qui revient souvent, on nous a considérés, on nous a respectés. Exactement. Tandis que depuis 2017, rappelons-nous, on critique très souvent la méthode Emmanuel Macron d'enjamber finalement les corps intermédiaires. Et là, on a l'impression qu'ils sont un petit peu de nouveau à l'honneur, et je trouve que ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, même si évidemment, il n'y a pas un monde agricole homogène, il y a des mondes agricoles, de la même manière, il n'y a pas un syndicat, il y a des syndicats, et entre eux tous, il y a beaucoup d'écarts types et de différences de représentation de leurs intérêts, mais n'empêche que de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quand même un début de méthode Attal que l'on peut certainement constater, même si évidemment, les gros sujets restent entiers, notamment la question des rémunérations. On va poser la question à Sophie Lenartz. Bonsoir, merci d'être avec nous, vice-présidente de la coordination rurale. On s'est beaucoup parlé sur le plateau, ce soir on se parle à distance. Jérôme Bail était plutôt satisfait. Je résume avec mes mots, vigilant, satisfait mais vigilant. Quel est votre état d'esprit ce soir après ces 14 nouvelles annonces? J'ai pas son enthousiasme, même si je suis consciente que on n'a jamais autant parlé d'agriculture que maintenant, mais j'ai envie de dire c'est parce qu'on n'en a pas assez pris en conscience depuis ces 30 dernières années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et je pense qu'on l'a ressenti quand je venais sur le plateau, le désarroi et la détresse de certains, et vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fallu faire pour qu'on parle de l'agriculture. Alors certes, oui, les sujets reviennent, mais les vrais problèmes ne sont pas abordés, ou alors je dois être la seule à ne pas m'en rendre compte, mais c'est quoi le vrai problème pour vous? Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui fait? Le seul et vrai problème qui est la cause de tous les problématiques qu'on est amené à débattre, l'installation, la transmission, c'est le revenu et la rémunération. C'est à croire que c'est un gros mot de traiter de cette problématique. C'est incroyable. Et je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas 36 leviers pour régler ces problèmes-là. Il y en a 2. C'est moins de charges, tout ce qu'on a déjà cité, et puis les prix et les marges non équitables qui sont pratiquées aujourd'hui. Et voilà. Et ce qui, moi, je reproche un petit peu à notre système, c'est aussi le report de tout. Pendant les manifestations, on nous a dit, oui, vous inquiétez pas, on va gérer les problèmes. Rien. La rémunération, rien. On nous a dit, vous inquiétez pas, c'est de l'ordre de la LOA. Ok, très bien. On a travaillé, on a abondé, on a amené des propositions. La LOA est sortie, rien, pas une seule fois le mot revenu. Après, on nous dit, vous inquiétez pas, on va le mettre dans la loi de finances, projet de loi de finances. Enfin, on va reporter ce problème encore combien de temps avant de vraiment s'attaquer à la base? Tout le reste, ce n'est que de l'emballage. Le vrai problème, c'est le revenu, c'est la rémunération engendrée, comme Jérôme vous l'a dit tout à l'heure, par les transactions internationales, la distorsion de concurrence, enfin tout ce qu'on vous répète déjà depuis maintenant plusieurs mois. Le Premier ministre Gabriel Attal était donc ce samedi en déplacement à Pirou dans la Manche, où il a effectué cette série d'annonces pour le monde agricole, et il a évidemment également été interpellé sur la mobilisation à Sciences Po Paris. Résumé de la journée avec Loïc Besson sur place. Il aura fallu moins de 5 minutes à Gabriel Attal pour être interpellé dès son arrivée sur la foire au Bulot à Pirou, interpellé par une dame au sujet de Sciences Po, tout simplement parce qu'elle était fière de lui dire que son fils était inscrit à Sciences Po, mais Gabriel Attal a immédiatement saisi la perche en expliquant que c'était compliqué là-bas en ce moment et qu'il fallait régler ça. On l'a ensuite interrogé, le Premier ministre, concernant les derniers événements de cette semaine à Sciences Po, lui qui s'y était déjà rendu il y a plusieurs semaines après des soupçons d'antisémitisme de la part d'étudiants contre d'autres étudiants, déjà sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Et clairement, le ministre n'y va pas de main morte. Dans ses mots, il parle d'un spectacle désolant, de dérive d'une minorité dangereuse, je le cite. Et Gabriel Attal qui accuse également la France insoumise d'instrumentalisation. Écoutez. Le moteur de mon engagement, ça a toujours été le respect de la loi et les valeurs de la République.
Je l'ai porté en tant que ministre de l'Éducation nationale pour faire toujours respecter les règles, les valeurs de la République dans nos établissements scolaires, notamment s'agissant de la laïcité. Et je continue évidemment à porter ce combat qui est mon moteur en tant que Premier ministre. Et je le dis, je l'ai dit à l'occasion et je le redis ici, nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. La laïcité, l'autorité, l'école, ce sont clairement ces sujets à Gabriel Attal. Il sait qu'ils sont populaires. Il a d'ailleurs profité d'une question pour annoncer qu'il allait réunir à Matignon dès la semaine prochaine les différents partis politiques pour trouver des réponses à la violence chez les jeunes, chez les mineurs. Ça fait suite à son discours il y a quelques jours à Viry-Châtillon. Même s'il l'a dit, il ne faut pas des concertations pour des concertations. À la fin, il faut des décisions. Et en politique, toujours la campagne pour les élections européennes se poursuit. Vous serez appelés à voter les 8 et 9 juin prochains. Opération de tractage sur ces images sur un marché lyonnais en faveur de la candidate Renaissance Valérie Ayé. Écoutez Thomas Rudigoz, le député Renaissance de la première circonscription du Rhône. On va rentrer dans une nouvelle phase très importante. On va rentrer vraiment dans le cœur de la campagne. On va avoir les listes qui vont être présentées. Notre liste sera présentée dans quelques jours avec la composition. On aura notre programme qui va être présenté également dans quelques jours. Effectivement, le président, dans son discours de la Sorbonne, a lancé la campagne, je pense pas que pour Renaissance, même en France, pour que les gens s'approprient cette campagne, parce que c'est ça le gros danger. Bien sûr, moi je fais campagne pour Renaissance avec mes amis militants. On est quasiment tous les jours sur les marchés ou dans la rue ou à la sortie des facs. Mais le gros risque, c'est l'abstention. Et dans son discours, le président s'est élevé au-dessus de la question juste partisane. Ce qu'il veut, c'est que les Français s'approprient cette élection qui est si importante. Et comme je le disais encore il y a quelques minutes là, avec des habitants qui ont conscience de l'importance de l'Europe dans leur quotidien. Un chiffre désormais 69%. C'est le taux d'élucidation des homicides en France en 2022. C'est ce que révèle une note rendue publique par le ministère de l'Intérieur. Et en clair, cela veut dire que les crimes et les délits sont moins souvent élucidés qu'il y a 5 ans. Explication avec Camille Plaisant. Premier enseignement de la note du ministère de l'Intérieur. Entre 2017 et 2022, le taux d'élucidation des homicides a diminué de 12 points. Concrètement, au bout d'un an d'enquête après le moment où le crime est commis, 69% de ces homicides ont été résolus en 2022, contre 81% en 2017. Une diminution dans les mêmes proportions dans le cas des escroqueries, moins 12 points en 5 ans. Ces chiffres s'expliquent notamment par un manque de moyens pour certains policiers. Dans la mesure où les enquêteurs ont moins de temps, dans la mesure où il y a un stock de dossiers et on est complètement embolisé, vous avez des missions d'inspection en ce moment sur les stocks de dossiers, on parle de 150, 300 dossiers par agent, mais c'est démotivant, ça n'a plus de sens. Autre enseignement, l'élucidation des violences sexuelles est également en baisse. Seuls 56% des agressions enregistrées en 2022 ont été résolues. Alors, ça s'accompagne évidemment de la libération de la parole des femmes qui, dans le cadre des viols et des agressions sexuelles, enfin, peuvent parler et disposent d'endroits où elles peuvent déposer ce qui leur est arrivé, mais on est quand même sur des taux d'élucidation qui vont porter préjudice aux victimes à partir du moment où elles n'auront pas de réponse. Concernant les enquêtes pour cambriolage et vol de voitures, les chiffres sont stables, moins 1% sur 5 ans. Et le gouvernement a aussi fort à faire pour enrayer le crime organisé. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dévoile dans la tribune du dimanche son grand plan de lutte contre les trafiquants de drogue. Au programme notamment la création d'un parquet national anti-criminalité organisée. Le point sur ces annonces avec Milan Argelès. Éric Dupond-Moretti affiche ses objectifs, lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. À l'intérieur du plan concocté par le ministre de la Justice, plusieurs mesures. La première d'entre elles, la création d'un parquet national anticriminalité organisée. L'idée est avant tout de mieux coordonner l'action de la justice et de la rendre plus efficace dans sa lutte contre le crime organisé. Le parquet national anticriminalité organisé viendra renforcer notre arsenal judiciaire pour mieux lutter contre la délinquance du haut du spectre. Pour faire face à l'omerta qui règne chez les narcotrafiquants, le ministre dit vouloir s'inspirer de ce qui a été mis en place de l'autre côté des Alpes.
pour encourager les complices à parler. Éric Dupond-Moretti souhaite, comme en Italie, créer un statut du repenti attribué par un juge. Des personnes impliquées dans des délits ou des crimes pourront intégrer ce statut à condition d'avoir collaboré avec la justice. La peine encourue par le repenti, qui aura donc permis de faire tomber un réseau criminel, se verra réduite. En cas de témoignage inexact ou incomplet, ce statut du repenti pourrait être révoqué. Autre souhait du ministre, créer une nouvelle infraction d'association de malfaiteurs concernant la criminalité organisée. Elle serait punie de 20 ans de réclusion. Une association de malfaiteurs pour importer de la cocaïne de Colombie est punie de 10 ans maximum. Désormais, je souhaite qu'elle soit punie du double. Dorénavant, les règlements de compte liés aux affaires de stupéfiants seront jugés par une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels et non plus par des jurés. Ils peuvent être l'objet de pression et être menacés. Je souhaite donc que la logique qui a permis la création d'une cour d'assises spécialement composée pour le trafic de stupéfiants s'applique quand ces trafiquants commettent des crimes, des assassinats. Ce plan pour lutter contre le trafic de drogue viendra compléter les opérations Place Nette lancées par Gérald Darmanin fin 2023. Selon Éric Dupond-Moretti, elles ont permis l'ouverture de 123 informations judiciaires et la saisie de plus de 20 millions d'euros. Bonsoir Bruno Jeudi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de la Tribune Dimanche et on va revenir ensemble sur les annonces du ministre de la Justice dans votre journal. D'abord, il a décidé, on le disait, de créer un parquet national anticriminalité organisée. Quelle est l'idée exactement, Bruno ? L'idée, c'est justement de durcir et de changer de braquet en matière de pénalisation du crime organisé, c'est-à-dire en gros s'attaquer au gros bonnet de la drogue et rendre la justice beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que vous avez affaire à des organisations criminelles qui connaissent tout, qui contournent les techniques policières, qui peuvent aussi avoir des ramifications dans les administrations, dans les ports, les aéroports, voire la justice et même la police. Donc Éric Dupond-Moretti a décidé de dupliquer en quelque sorte le système italien, ce qu'il appelle la solution à l'italienne. Et le ministre de la Justice sera justement l'invité de Benjamin Duhamel dans BFM Politique. Il reviendra bien sûr sur ce plan anti-crime organisé. Rendez-vous à midi. Tout autre chose désormais, un nuage de sable du Sahara devrait être visible dans l'Hexagone ce dimanche. Regardez ces images, c'était il y a à peine quelques jours et c'est ce que vous devriez voir aujourd'hui en France. Le prévisionniste Patrick Marlière était sur le plateau de Week-end Direct pour en parler. Écoutez. Ce sont des systèmes dépressionnaires qui s'installent. Alors celui qui nous a concernés avec les orages se situait en début de journée dans le golfe de Gascogne. Il est remonté un peu sur la Bretagne. Il va se diriger ensuite sur les îles britanniques. Et évidemment, comme les vents tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce sont des vents de sud qui donc arrivent sur le nord de l'Afrique et qui font remonter sur le bassin méditerranéen, puis sur le sud de la France, ce sable du Sahara. Mais il faut remonter aussi cette forte humidité qui va provoquer les deux systèmes qui vont nous concerner dimanche et lundi, c'est-à-dire l'épisode Cévenol et les pluies associées à l'épisode méditerranéen. Mais effectivement, au moins jusqu'à mercredi, comme les vents seront toujours orientés de secteur sud, eh bien, on pourra encore observer du sable du Sahara si les nuages nous laissent les observer en tout cas. Avec moi en plateau, Aurel Guedj. Bonsoir Aurel. Bonsoir. Médecin spécialisé en médecine d'urgence, et Dimitri Carbonel, expert en adaptation au changement climatique. Vous êtes l'auteur du livre 2050, Crash ou Renaissance. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce sable du Sahara qui arrive en France et les vagues de chaleur dans l'Afrique de l'Ouest ? Oui, il y a un lien sans doute. Il faudrait faire une analyse plus complète. Mais effectivement, il peut y avoir un lien puisqu'il faut savoir que c'est le Sirocco qui prélève entre guillemets de la poussière de sable, hein, c'est pas du sable, des gros grains de sable, hein, poussière de sable, et qui effectivement emmène ça jusqu'effectivement en Europe. Juste un petit rappel quand même sur les vagues de chaleur qui ont eu lieu donc en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs dans toute l'Afrique. On touche aux alentours des 49 degrés, hein, et souvent d'ailleurs avec des pannes d'électricité qui font que les conditions sont effroyables. Et en plus, bon évidemment là on est au mois d'avril, mai, puis en juillet, en août, ça va être nettement plus compliqué. Ouais, alors ça nous donne un avant-goût là, ce qui s'est passé à Athènes, c'était juste il y a quelques jours, oui. Dimitri. Donc là, c'est nuage de sable de Sahara sur la capitale grecque. Oui, et c'est arrivé d'ailleurs, c'est la troisième fois depuis mars que ça arrive, donc ça vient de plus en plus fréquemment et
Encore une fois, il faut vérifier sur le plan scientifique qu'il y a bien un lien de cause à effet entre le réchauffement climatique, ou quelle est la part du réchauffement climatique, du dérèglement climatique d'ailleurs, c'est peut-être préférable de dire ça, et effectivement ces phénomènes. Mais en tout cas, il y a une grande chance qu'il y ait des liens entre les deux. Je vous le disais en début de journal, le PSG devra encore attendre pour être sacré champion de France de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique auraient pu être couronnés ce samedi soir, mais ils ont été tenus en échec par Le Havre au Parc des Princes. Score final 3-2. Résumé avec Julian Boubnov. Pour ce qui devait être le match du titre, Luis Enrique n'a pas changé ses habitudes. Beaucoup de changements avant le match de mercredi face à Dortmund, avec des têtes peut-être déjà en Allemagne. Opéry, bien servi par Sabi, trompe Navas et ouvre le score. Bradley Barcola lui répond 10 minutes plus tard, mais André Ayew donne l'avantage aux siens avant la pause. En seconde période, les Havrais creusent l'écart grâce à un pénalty d'Abdoulaye Touré. Achraf Hakimi redonne de l'espoir aux Parisiens à 10 minutes de la fin du match et c'est finalement Gonzalo Ramos qui égalise au bout du temps additionnel. Score final 3-3. C'était un match difficile, mais nous avons montré notre caractère et comment nous travaillons pour gagner tous les matchs. Au final, le nul n'est pas si mal parce que nous conservons notre belle dynamique, même si nous voulons gagner tous les matchs. Si Paris n'est pas encore champion de France pour la 12e fois de son histoire, il peut l'être dès ce dimanche si Monaco ne s'impose pas à Lyon. Prochain rendez-vous pour les Parisiens, la demi-finale allée de Ligue des Champions ce mercredi face au Borussia Dortmund en Allemagne. Et restez avec nous, le journal de la nuit continue dans un instant. On reviendra sur les annonces du gouvernement pour venir en aide au monde agricole. 2 mois après la fin de la mobilisation, Gabriel Attal a dévoilé ce samedi 14 nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs, notamment sur les revenus. Mais les syndicats affirment rester vigilants. À tout de suite.